Il était une fois un mystérieux marchand. Chaque nuit, lorsque la pénombre enveloppe doucement les maisons et que les étoiles se mettent à scintiller, il quitte discrètement son refuge, une besace de poussière dorée à l'épaule. De maison en maison, il avance, sans bruit. D'un geste délicat, il saupoudre de son sable magique les paupières des enfants et des adultes, les plongeant dans un sommeil profond et paisible. On raconte que ce sable magique ne se contente pas de les endormir. Il ouvrirait les portes de royaumes insoupçonnés, où l'imaginaire s'épanouit et où les rêves deviennent des voyages enchanteurs, emplis de créatures merveilleuses et d'aventures fantastiques. Vous l'aurez compris, ce mystérieux personnage, c'est bien le marchand de sable. Gardien de nos nuits et véritable personnification du sommeil. Chaque soir, au rythme des grains de sable qui glissent sur nos paupières, le sommeil se met à nous envelopper et nous entraîne dans des mondes invisibles. Depuis des siècles, le sommeil est perçu comme une porte vers un autre monde. Un rituel sacré que nous accomplissons chaque nuit sans même y penser. Mystérieux et fascinant. Il se situe à la frontière entre la vie et la mort. Un état étrange où l'esprit semble s'échapper, tandis que le corps, lui, se régénère. L'énigme du sommeil captive depuis bien longtemps l'humanité. Quelle est l'histoire de cette fonction biologique centrale et comment nos représentations du sommeil ont-elles évolué à travers les âges ? Vous écoutez l'Uniscope, un podcast du magazine du campus de l'Université de Lausanne. Dans cet épisode, nous allons remonter les rouages du temps aux côtés de Karine Crouza, historienne spécialiste du début de la période moderne et maître d'enseignement et de recherche à la section d'histoire de l'UNIL. Récemment, elle a participé à la création d'un ouvrage sur l'histoire du sommeil, intitulé « Le sommeil, théorie, représentation et pratique ». Alors, le sommeil, c'est un objet d'étude tout à fait récent dans les disciplines historiques. Depuis plus d'une centaine d'années, les historiens travaillent sur les rêves, mais le sommeil lui-même, sa physiologie, ses buts, ses fonctions, la valorisation du sommeil, sa dévalorisation, c'est un objet d'étude qui a une vingtaine d'années, vraiment, et qui est maintenant en train de décoller depuis, disons, le milieu des années 2010, donc 2015, 2020. C'est vraiment un sujet, on pourrait dire, très à la mode parmi les historiens, aussi parce qu'il a pratiquement jamais été travaillé, et parce qu'aujourd'hui, dans la société, il y a un regain d'intérêt massif pour le sommeil. Et les historiens sont des gens qui ne sont pas déconnectés de la société dans laquelle ils vivent. Donc évidemment que les préoccupations des médecins, des neurologues d'aujourd'hui, on a de nombreux appels à prendre en considération davantage le sommeil. C'est particulièrement intéressant pour les historiens parce qu'on est à la frontière de plusieurs domaines de recherche. À la fois, c'est un fondamental biologique, mais en même temps, il y a une influence de la culture. On a une valorisation ou une dévalorisation du sommeil. On peut décider de se priver de sommeil pour tel ou tel but, pour travailler plus, pour regarder des séries, pour se lever très tôt le matin, être avant tout le monde. On peut influencer par sa volonté ou de manière involontaire aussi, mais on peut jouer sur ces rythmes de sommeil. Donc on est à la frontière entre le culturel et le biologique, et ça c'est toujours des domaines intéressants pour les historiens. Alors, comment est-ce que les perceptions que l'on a du sommeil, ses causes ou encore ses bienfaits, ont-ils évolué à travers le temps ? Quelles sont les différentes influences qui ont façonné notre compréhension de ce mystérieux phénomène ? Pour le comprendre, il est nécessaire de remonter loin, très loin, bien avant le début de notre ère. Nous voici dans l'Antiquité, en plein cœur de la Grèce antique. C'est ici, dans les réflexions des premiers penseurs, que s'enracine l'histoire du sommeil. Les premières théories commencent à s'esquisser, du moins celles qui ont laissé une trace écrite et qui peuvent ainsi nous parvenir. Ces réflexions ont posé les premières pierres d'un édifice qui continuera d'être façonné dans les siècles suivants par de multiples influences.
Donc l'intérêt pour le sommeil chez les philosophes antiques, il est là, il est présent dès les plus anciens textes. On a déjà des bribes de philosophes présocratiques qui traitent du sommeil, de la perception, de comment fonctionne le sommeil et son interaction avec le corps. Mais le premier grand traité philosophique antique consacré au sommeil, c'est un traité d'Aristote qui fait partie des petits traités d'histoire naturelle qui s'appelle « Du sommeil et de la veille ». Et dans ce traité, qui a une influence considérable jusqu'au XVIIIe siècle, Aristote explique comment le sommeil est généré. Il définit aussi cet état, qu'est-ce que ça veut dire de dormir par rapport à veiller, et il explique les buts du sommeil. Donc c'est vraiment un ouvrage pas très long, c'est quelques pages, mais qui a une influence déterminante. Comment le sommeil est perçu chez Aristote, c'est une sorte d'immobilisation du sens commun. C'est un peu technique, mais le sens commun, c'est un sens interne qui reçoit toutes les informations des sens externes. Donc la vue, l'ouïe, le toucher, l'odorat, le goût transmettent les informations et elles sont rassemblées par le sens commun qui ensuite les transmet plus loin. C'est un peu simplifié, mais c'est ça. Et au moment du sommeil, l'œil est toujours capable de voir, l'oreille d'entendre, etc. Transmettre ces informations, mais c'est bloqué. C'est immobilisé dans le sens commun. Donc ça ne va pas plus loin. Et du coup, l'individu, que ce soit un être humain, un animal, est comme coupé du monde extérieur. C'est la manière dont Aristote définit le sommeil, une sorte d'immobilisation des sens. On ne peut plus non plus faire de mouvements volontaires. On ne peut plus percevoir le monde extérieur. C'est un état qui est réversible assez facilement, contrairement à d'autres états comme le coma. Voilà. Et comment est-ce que Aristote imagine que le sommeil est produit? Comment il est généré dans le corps? Aristote n'exclut pas que la fatigue, qu'il voit comme un dissolvant, ou les maladies puissent produire le sommeil. Mais pour lui, la cause fondamentale du sommeil, le mode de génération du sommeil, c'est lié à la digestion. Donc la digestion est conçue comme une sorte de cuisson, de concoction des aliments. En cuisant, ça produit des vapeurs qui vont monter jusqu'au cerveau. Et le cerveau, il faut savoir que c'est l'organe le plus froid du corps, pour Aristote. Donc les vapeurs qui arrivent là se condensent et redescendent et bloquent le sens commun et toute la circulation des informations dans le corps. Et à ce moment-là, l'animal ou l'être humain s'endort. Et cette idée-là de la digestion comme moteur du sommeil a une très très longue durée aussi. On la retrouve même au XVIe et au XVIIe siècle chez les médecins et les philosophes. Une première pierre est donc posée. Aristote, durant le IVe siècle avant Jésus-Christ, a ainsi contribué au façonnement des premières compréhensions que l'on a du sommeil. Mais qu'en est-il des autres penseurs de l'Antiquité ? Au niveau philosophique et ce point de vue de biologiste, c'est vraiment Aristote pour l'Antiquité qui est la très grande figure. Après, chez les médecins, on a aussi des passages, par exemple chez Hippocrate, en lien avec le sommeil. L'idée que le sommeil refroidit. Chez Galien, le sommeil, contrairement à la veille, humidifie le corps. Donc on a des passages importants, mais c'est toujours des passages brefs. On n'a pas de chapitre complet ou de traité complet chez ces médecins ou philosophes comme chez Aristote. Donc les historiens qui travaillent sur le sommeil chez Galien ou chez Hippocrate sont vraiment obligés de collectionner des bribes, des petits passages dans toute une série de traités pour essayer d'arriver à une image cohérente de la perception du sommeil chez ces auteurs antiques. La même chose chez Platon, on a dans les lois de Platon des pages assez terrifiantes, on pourrait dire, sur le sommeil, où Platon explique que les chefs d'État ou les maîtres de maison, les maîtresses de maison aussi, ça s'adresse autant aux hommes qu'aux femmes, s'ils veulent être dignes de leur rang, doivent se priver de sommeil, doivent dormir aussi peu que possible, autant qu'il est nécessaire pour ne pas tomber malade. Donc on a cette notion déjà présente chez Platon que le sommeil est favorable à la santé. Donc ça, c'est la limite. On ne peut pas se priver trop de sommeil au risque de tomber malade. Mais pour le reste, il faut veiller un maximum pour être un bon maître de maison, un bon chef d'État, un bon philosophe, parce que le but, c'est la veille. On a vraiment une vision négative du sommeil qui se trouve déjà chez Homère. Le sommeil, c'est une image très connue, qui est le frère jumeau de la mort. Et on a des vers durs chez Homère aussi, des dormeurs qui sont comme des hommes morts.
Et ça se retrouve pareillement chez Platon. Chez Aristote, au contraire, c'est un moment où certaines facultés du corps sont augmentées. Donc tout ce qui fait partie de l'âme végétative, donc la croissance, la nutrition, sont augmentées pendant le sommeil. Donc c'est un état qui est positif pour la vie. Et d'ailleurs, chez Aristote, il y a une idée très forte qui dit que tout animal doit dormir et c'est pour sa propre conservation, c'est pour sa sauvegarde. Donc c'est une question de vie ou de mort, il n'y a pas le choix de dormir ou pas et c'est dans ce sens-là tout à fait positif de dormir. Hippocrate a vécu avant Platon et Aristote, tous trois ayant marqué leur époque bien avant Jésus-Christ. Galien, quant à lui, est un médecin grec qui a vécu dans les premiers siècles après Jésus-Christ. Les grandes idées de la philosophie grecque ont eu un impact conséquent sur la manière dont les sociétés suivantes ont conçu le sommeil. Au Moyen Âge, on en retrouve ainsi des traces. Donc, dans le monde médiéval, le sommeil est thématisé, on peut dire, principalement dans deux domaines, celui de la religion et celui de la médecine. La religion, on y reviendra, c'est une valorisation négative du sommeil. Au contraire, chez les médecins, dans la tradition de Galien, donc 2e siècle de notre ère, on a l'idée que le sommeil est une cause conservatrice de la santé. Donc bien modéré, dormir ni trop peu ni trop, ça favorise l'état de santé ou ça favorise la guérison si une personne est déjà tombée malade. Donc c'est quelque chose qui est thématisé dans le cadre de ce qu'on appelle les régimes de santé. C'est des traités médicaux où on donne des conseils pour conserver la santé. Et dans ce type de traité, on a presque toujours un découpage qui est organisé autour des 6 choses non naturelles, dans le sens qu'ils ne font pas partie du corps lui-même, mais qui peuvent, si elles sont bien modérées, adaptées à la personne et à son état, favoriser sa santé. La première de ces choses non naturelles, c'est l'air et l'environnement. Après, on a la nourriture et la boisson, extrêmement important. L'exercice physique et le repos. Le sommeil et la veille. Ensuite, comme 5e paire, c'est l'excrétion et la rétention. Et la dernière des choses non naturelles, c'est ce qu'on appelle les passions de l'âme ou les émotions, qui ont une grande influence sur la santé. Et dans ce cadre des régimes de santé, les médecins vont préconiser des règles pour un bon sommeil. Il y a 3 grands domaines de ces règles. Le premier, c'est la durée du sommeil. Ils répètent tous qu'il faut un sommeil modéré. Ça veut dire ni trop long, ni trop court. Au Moyen-Âge, ils donnent rarement des chiffres précis. On en trouve un peu plus à l'époque moderne. Mais l'idée, c'est que le médecin est la personne qui va pouvoir trouver la bonne durée de sommeil pour chaque individu. Et même pour un individu donné, les besoins de sommeil vont varier en fonction des âges de la vie, peut-être des saisons, de ce qu'on a mangé, des activités, de toutes sortes de choses. Donc on ne peut pas donner une durée fixe de sommeil comme un idéal valable pour tous et en tout temps. En général, on se trouve entre 6 et 9 heures de sommeil qui sont recommandées. Le régime de santé de Salerne, qui est un traité médiéval, mais qui a eu une grande influence à l'époque moderne, qui a été réimprimé à des dizaines de fois, donc on a des milliers d'exemplaires, des traductions dans toutes les langues. Ce régime de santé de Salerne préconise 6 à 7 heures de sommeil. On se dit c'est très peu, c'est pas ce qu'on imagine de la durée recommandée au Moyen-Âge ou à l'époque moderne. Mais on voit que les commentateurs à l'époque moderne trouvent que cette règle est beaucoup trop stricte, qu'il faut de nouveau adapter aux personnes et que beaucoup dorment plus que 6 heures. Mais c'est la donnée de base qu'on trouve dans ce régime de santé. Ensuite, il y a le moment auquel on doit dormir. Donc pratiquement tous ces régimes de santé vont vous dire qu'il faut dormir la nuit. Et ils excluent le sommeil diurne, donc la sieste. Presque tous disent la sieste, ça va créer des problèmes de santé, mais c'est toléré dans certaines circonstances et si on est habitué à dormir le jour, pourquoi pas. Et souvent les médecins précisent qu'il faut s'endormir pas immédiatement après le repas du soir, mais plutôt 2 heures après. Et il y a une sorte de préparation au sommeil, tant au niveau psychique que physique. Donc on va conseiller de faire des marches lentes et de lire des choses distrayantes, de discuter avec les amis. C'est en tout cas pas le moment de se mettre au travail. Donc le travail après le repas du soir est totalement proscrit parce qu'on
imagine que pour la digestion, on a besoin de rassembler ce qu'on appelle des esprits qui vont être en train de travailler à la digestion et on ne peut pas en même temps les appeler au cerveau pour qu'ils réfléchissent. Il n'y en a plus assez, déjà c'est le soir, ils sont un peu dissipés, donc il faut vraiment, quand on digère, on doit faire des choses simples au niveau de l'esprit, plaisantes, et en tout cas pas travailler jusqu'au dernier moment. Donc ça, c'est peut-être un conseil que nous pourrions essayer d'appliquer parfois aussi dans nos vies. Et le troisième thème qui est développé dans ces régimes de santé, c'est les positions du corps quand on dort. De nouveau, un système très cohérent où on vous explique qu'il faut vous endormir sur le côté, et de préférence sur le côté droit. Donc vous passez un certain temps sur le côté droit, vous avez une sorte de demi-réveil, vous vous retournez sur le côté gauche pour poursuivre votre digestion maintenant sur le côté gauche. Et à la fin de la nuit, vous pouvez vous remettre un petit moment sur le côté droit. Donc ça, c'est la théorie de base. Dormir sur le dos, c'est tout à fait déconseillé. C'est même un mauvais signe en cas de maladie. Donc depuis l'Antiquité, c'est déconseillé. Et dormir sur le ventre, c'est toléré si vous avez, par exemple, une mauvaise digestion. Ça permet de réchauffer le ventre et voilà, c'est toléré, mais ce n'est pas la position recommandée. Une chose est sûre, les médecins médiévaux ne prenaient pas le sommeil à la légère. Mais qu'en était-il des patients qui, malgré toutes ces règles, n'arrivaient pas à trouver le sommeil? Les nuits blanches existaient-elles déjà, au Moyen-Âge? Ou l'insomnie est-elle un concept récent, symptôme de l'anxiété de nos sociétés modernes? Il y a quelques idées fausses qui circulent maintenant aussi parmi les historiens. Même si le terme insomnie proprement dit est très rare, la pathologie, en fait, les problèmes de sommeil sont très très anciens et la question c'est qu'on utilise au niveau du vocabulaire d'autres termes. Donc la plupart du temps, l'insomnie est perçue comme un excès de veille. On utilise vraiment le terme de veille, en latin vigilia, et on le qualifie veille immodérée, veille superflue. Donc c'est là qu'il faut chercher quand on veut observer les insomnies. Mais au-delà de ça, chez Avicenne, ce médecin et philosophe qui écrit en langue arabe entre la fin du Xe et début du XIe siècle, dans le canon de la médecine d'Avicenne, qui est traduite en latin, on a des termes extrêmement précis pour désigner l'insomnie. Donc il y a différents types d'insomnie. On a la veille standard et après on a une insomnie qui est entre le sommeil et la veille. Enfin, il y a toute une gradation. C'est d'une finesse stupéfiante. Donc au contraire de ce que disent certains historiens, selon lesquels l'insomnie c'est un concept récent, on a tout à fait une perception fine des insomnies déjà au Moyen-Âge et des moyens pour lutter contre les insomnies. Difficile, cependant, à cette époque-là, de remettre la faute sur la surdose d'écran. Alors, comment les expliquait-on? On trouve déjà l'idée au Moyen-Âge et à l'époque moderne que tout le système des 6 choses non naturelles a une influence aussi sur le sommeil. Donc l'exercice physique, c'est une des choses qui joue. Si on ne fait pas de mouvement physique dans la journée, ça va influencer négativement son sommeil. La nourriture aussi. On a toujours cette conception que la digestion est liée au sommeil, donc on a un lien entre la nourriture et le sommeil. Et de nouveau, cette idée aussi qu'on prépare son sommeil, que le sommeil, c'est pas quelque chose, c'est pas un bouton on-off. Un bouton on-off, si seulement. Karine Crouza l'a déjà brièvement mentionné. Dans le monde médiéval, le sommeil se retrouve surtout dans 2 domaines. La religion et la médecine. Nous l'avons vu, la médecine valorise positivement le sommeil. Mais qu'en est-il de la religion? Comment le christianisme, qui a dominé l'Europe pendant des siècles, a-t-il influencé les croyances autour du sommeil, des rêves ou même des insomnies? Pour la religion chrétienne, dès le départ, dès le Nouveau Testament, en fait, on a vraiment des injonctions à la veille. On appelle les disciples de Jésus à veiller et tous les chrétiens doivent être en état de veille permanent parce qu'on ne connaît pas l'heure à laquelle le Christ reviendra. Donc on a cette idée de veiller en permanence. Évidemment, on ne peut pas veiller en permanence, mais la direction est quand même donnée vers la veille beaucoup plus que vers le sommeil. Dans l'Ancien Testament aussi, on a quelques paroles dures contre le sommeil, notamment dans les Proverbes. On a le lien entre sommeil et paresse. Sommeil, paresse et pauvreté. Si on dort trop, on ne travaille pas
et on risque de tomber dans la pauvreté. Et les monastères orientaux puis occidentaux vont intégrer cet appel à la veille, combiné avec l'idée que pendant qu'on dort, on est à risque, le diable peut vous assaillir, et donc il faut veiller un maximum, dormir un minimum, et avant de dormir, se protéger pour ce temps de repos. C'est une perte de conscience et une perte de capacité de se défendre contre les assauts du diable. Il y a plusieurs systèmes pour s'en défendre. Un, c'est de ne pas dormir ou de se relayer. L'autre, c'est les prières de protection et les gestes. Donc on voit au Moyen-Âge qu'on recommande à tout un chacun, c'est pas que pour les moines, de s'endormir. Donc sur le côté droit, et les bras en croix. C'est un geste de protection, c'est une sorte de bouclier spirituel. Pendant que vous dormez, vous avez la croix de Jésus qui va vous défendre. On a aussi l'idée que les moines, c'est une sorte d'élite dans l'Occident médiéval qui veille quand les autres dorment pour protéger le monde des assauts du diable. C'est au point que dans certains monastères, notamment à Saint-Maurice d'Agone, Saint-Maurice-en-Valais, on a des sortes d'escadrons de moines qui se relaient en permanence. Donc il n'y a jamais tout le monastère qui dort. On a toujours un groupe de moines qui chantent les psaumes et qui prient pour combattre le diable. Le christianisme médiéval percevait donc le sommeil comme un moment de vulnérabilité, souvent associé au péché ou à la paresse. Mais au tournant du XVIe siècle, de grands bouleversements religieux chamboulent l'Europe. Le christianisme se divise et de nouvelles idées émergent. On assiste alors à la naissance des églises protestantes. Avec la Réforme, on a plusieurs changements au niveau de la perception du sommeil et des pratiques de sommeil. Donc on n'a plus, chez les protestants, des moines qui se réveillent toutes les nuits. Ça n'existe plus. On met sur pied d'égalité les laïcs et les religieux. Avec Jean Calvin, on a vraiment l'idée que, de toute façon, le fidèle peut à peu près rien faire pour son salut, que tout repose dans les mains de Dieu et qu'il faut faire confiance à Dieu. Donc il y a une sorte de renversement de la perspective par rapport au sommeil avec la Réforme, ou de concevoir que veiller pour se défendre contre les assauts du diable, à ce moment-là pour Calvin, c'est une forme de blasphème, parce que ça nous rapporte à l'idée qu'on peut agir, qu'on peut faire des bonnes œuvres, par exemple veiller ou jeûner ou faire toutes sortes d'autres choses. Et dans cette conception calviniste, c'est un blasphème parce que ça implique que le sacrifice du Christ n'est pas suffisant pour sauver les hommes. Donc, c'est totalement refusé par Calvin, qui insiste au contraire sur l'idée que Dieu vous protège en tout temps, que le chrétien doit avoir confiance en Dieu et doit, pendant le sommeil, il doit garder d'une certaine manière la mémoire de la présence divine, de la protection divine. On n'est pas, pour Calvin, totalement déconnecté pendant son sommeil, mais on doit se reposer et avoir confiance en Dieu. Et pour Calvin, le fait de bien dormir, c'est une preuve de la confiance et de la foi du fidèle en Dieu. Donc avoir un bon sommeil, pour Calvin, c'est la preuve qu'on arrive à se décharger de tous ses soucis, qu'on fait confiance en Dieu. Et inversement, les insomnies, c'est un signe de péché. Bon, pour Calvin, il y a quand même des exceptions dans les cas de maladie, etc. Lui-même a souffert d'insomnie ou d'excès de veille, comme on le disait à l'époque, parce qu'il était très malade beaucoup d'années à la fin de sa vie. Donc, il y a quelques exceptions, mais essentiellement, si vous avez un mauvais sommeil, c'est que vous n'êtes pas un bon chrétien. C'est que vous manquez de foi. La Réforme a redéfini les mentalités et de nombreux aspects de la vie quotidienne, y compris le sommeil. Avec Calvin, le repos prend une nouvelle dimension, davantage marquée par la foi. Mais ces idées ne s'imposent pas partout de la même manière. Dans certains mouvements religieux, le rapport au sommeil va encore évoluer. On a Caleb Abraham, qui est doctorant ici à l'UNIL, qui a étudié des traités puritains anglais du XVIIe siècle pour voir ce qu'on recommande aux laïcs en termes de sommeil et quelles étaient les pratiques aussi des pasteurs puritains anglais. Donc c'est des ascètes presque aussi extrêmes que les moines orientaux du début du christianisme. On voit que les pasteurs puritains se privent de sommeil, ils dorment 4-5 heures par nuit. Caleb Abraham m'a dit qu'ils n'avaient pas vécu très vieux, ces pasteurs puritains, pour la plupart, ils meurent quarantenaires. Ils recommandent aux fidèles de dormir plutôt 6 heures. C'est plus bref que ce qu'on trouve dans la plupart des traités médicaux. Donc on voit l'idée chez ces puritains anglais qui est développée très fortement que dormir, c'est perdre son temps.
et qu'il faut être très précis et très économe dans la gestion de son temps, qui est un don de Dieu. De nouveau, l'idée qu'il faut dormir assez pour rester en bonne santé, pour pouvoir accomplir son travail, toutes ses tâches domestiques et pour la société, mais il faut vraiment se limiter au maximum dans le sommeil qu'on prend. Donc, dans les très grandes lignes, et de manière schématique, au Moyen Âge et au début de l'époque moderne, les médecins valorisaient le sommeil et mettaient en garde contre la veille, tandis que les religieux valorisaient la veille et se méfiaient davantage du sommeil. Mais qu'en est-il des périodes suivantes ? Pour l'évolution de l'histoire du sommeil, c'est pas du tout thématisé dans notre volume, on s'arrête au XVIIe siècle, mais on peut mentionner le fait que cette théorie des 6 choses non naturelles, pour la conservation de la santé et pour la guérison, elle se maintient jusqu'à la fin du XVIIe siècle et même chez certains médecins au XVIIIe siècle, mais progressivement ça tombe en désuétude. C'est plus du tout au goût du jour. On se dit presque c'est du charlatanisme. Comment est-ce qu'on pourrait adapter chacune de ces choses non naturelles à chaque individu ? C'est plus du tout la médecine du XIXe siècle. Donc ça tombe en désuétude avec toutes ces recommandations. Et voilà, c'est une grande évolution. Et ensuite, on pourrait, mais c'est pas du tout là-dessus qu'on a travaillé, regarder la suite de la médecine du sommeil. 19e et surtout 20e siècle, c'est un essor immense avec surtout les nouveaux outils d'analyse et d'observation du sommeil. L'électroencéphalogramme, ça change complètement la donne pour les médecins qui travaillent sur le sommeil. Ces réflexions sur le sommeil se font parfois l'écho d'un autre temps. Mais peut-être qu'aujourd'hui encore, elles contiennent une sagesse ancienne dont on devrait s'inspirer. Regarder le passé, pour les historiens, c'est sûr que ça permet aussi d'interroger le présent. Et par exemple, pour l'histoire du sommeil, on peut constater à quel point c'était un état de conscience qui était valorisé par les médecins. Jusqu'au XVIIIe siècle, ça fait partie des données de base qu'un médecin observe pour conserver la santé de ses patients. Il y a une dévalorisation du sommeil dès l'Antiquité. On la voit très bien chez Platon, où le sommeil s'oppose à la veille et où on va essayer de limiter au maximum le temps de sommeil si on veut être quelqu'un qui a du succès dans la société. Et cette dévalorisation du sommeil, elle est encore présente aujourd'hui. Donc on peut voir à la fois le côté bénéfique du sommeil pour les médecins, depuis l'Antiquité, mais surtout au Moyen-Âge et au début de la période moderne, et en même temps une dévalorisation du sommeil. Donc ça permet de mettre en perspective certaines affirmations qu'on lit encore, peut-être de moins en moins, mais qu'on lit encore dans la presse, de chefs d'État qui se vantent de dormir seulement 4 ou 5 heures par nuit, ou de chefs d'entreprise qui, voilà, c'est une sorte de valorisation du dormir peu qui remonte très loin. Donc l'histoire permet de mettre en perspective sur la longue durée ce genre d'affirmations. Alors que nous arrivons au terme de ce voyage, à travers l'histoire du sommeil, le jour commence à poindre. La nuit s'éloigne, emportant avec elle ses mystères, et peu à peu, nous revenons à la lumière. Il ne reste, au coin de nos yeux, que quelques petits grains de sable déposés en secret, seuls témoins du passage du marchand de sable. Peut-être, lorsque nos paupières se fermeront à nouveau ce soir, entendrons-nous l'écho de ces voix lointaines qui ont tant questionné le sommeil. Vous venez d'écouter un épisode de l'Uniscope, le podcast du magazine du campus de l'Université de Lausanne. Merci à Karine Crouza, maître d'enseignement et de recherche à la section d'histoire de l'Université de Lausanne, pour cette traversée des siècles à la découverte des mystères du sommeil.